Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Débat d'aujourd'hui. Nous allons aborder une question cruciale et d'actualité, la reconnaissance militaire et son impact sur la lutte acharnée que mènent nos forces armées contre le terrorisme dans un contexte sécuritaire, mesdames et messieurs, complexe où la menace terroriste demeure une préoccupation majeure pour notre nation. Eh bien, il est essentiel d'analyser en profondeur une préoccupation qui taraude les esprits, les mécanismes de valorisation de l'engagement de nos soldats qui sont au front. La reconnaissance militaire, qu'elle prenne la forme de décoration, de promotion ou d'éloge public, est-elle un simple acte symbolique ou un véritable levier pour renforcer l'efficacité de nos troupes sur le terrain? Quel est son impact réel sur le moral des combattants, sur leur détermination et in fine, et bien sûr, le succès des opérations antiterroristes? Pour éclairer ce débat essentiel, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui sur nos plateaux le porte-parole des forces armées béninoises, le lieutenant-colonel Finayon Vincent Ebenezer Ronforga. Il est par ailleurs le chef bureau d'information et relations publiques de l'état-major général des forces armées béninoises. Monsieur le porte-parole, bonjour. Bonjour Franck. Merci d'accepter notre invitation. Votre éclairage sera précieux pour comprendre la politique de reconnaissance militaire en vigueur au Bénin, son rôle dans la dynamique de lutte contre le terrorisme. Et ensemble, nous allons décortiquer les enjeux de cette reconnaissance et tenter de mesurer sa portée, son impact concret sur la protection de notre territoire et de nos populations face à la menace terroriste. Restez, mesdames et messieurs, avec nous. Le débat ne fait que commencer avec mon co-animateur, Éric Guédenon. Éric, bonjour. Bonjour, Franck Aoudmou, lieutenant-colonel Ronforga. Vous êtes le chef bureau information, relations publiques des états-majors, de l'état-major général des forces armées béninoises et porte-parole. Dites-nous à l'entame de cette émission, quelle est la politique actuelle des forces armées béninoises en matière de reconnaissance militaire? Merci Eric. La politique générale des forces armées béninoises en termes de reconnaissance militaire se base sur le principe déjà classique pour toute armée de noter tout soldat quand il fait son travail. Et après, quand le travail est bien fait, il y a ce que nous appelons les félicitations, les lettres de félicitations que le chef de corps peut donner au soldat qui a fait du bon travail. Le chef d'état-major de ce soldat peut aussi féliciter le soldat après proposition de son chef de corps. Le chef d'état-major général peut aussi le féliciter et le président de la République peut aussi féliciter en fait le même soldat. Donc il y a les félicitations, il y a les notations habituelles qui sont évidemment pondérées en tenant compte de ce que le soldat a fait. Après il y a les félicitations. Après il y a les décorations et jusqu'à un passé récent, nous n'avions que les décorations dans l'ordre national. Mais à l'aune d'une réforme qui a été mise en place et conduite de main de maître par les chefs militaires actuels, une réforme qui est en cours d'aboutissement, nous avons ce que nous appelons les décorations militaires. Les décorations militaires, c'est un certain nombre de décorations qui ont été mises en place et validées par le président de la République. Et ça permet aujourd'hui de pouvoir reconnaître au soldat qui fait des actes de bravoure ce qu'il vaut, puisque le soldat, quand il est recruté, il n'a pas vocation d'être un homme riche. Il a pris la vocation de défendre sa nation, de se sacrifier pour la nation. Et quand il le fait dans cette posture, quand on ne lui reconnaît pas ce qu'il fait, évidemment, son moral va être touché. Et ce qu'on attend de lui dans des grands engagements, on ne pourra plus l'avoir. Et aujourd'hui, nous sommes face à une menace qui est une première au Bénin. Depuis que les forces armées béninoises ont commencé à exister, depuis plus de 60 ans que les forces armées béninoises ont commencé à exister, nous n'avons jamais été confrontés et de manière aussi frontale à une menace aussi préoccupante. Et à part l'attaque du 16 janvier 1977. Aujourd'hui, nous avons des soldats qui sont au front
et qui sont déterminés, qui sont obligés de se tapir la nuit dans des trous de combat pour pouvoir sauver la nation. Ils sont obligés de ne pas dormir, d'être aux aguets, d'être sur le qui-vive. Et quand l'ennemi arrive, ils sont obligés de l'affronter. Et ceux-là, quand on ne leur reconnaît pas ce qu'ils font au profit de la nation, évidemment, leur morale va recevoir un coup et nous ne pouvons plus les avoir comme on devrait les avoir. Donc c'est pour cela qu'il a été mis en place de manière vraiment incisive et contrairement aux années antérieures, puisque les reconnaissances militaires, les aînés, les illustres aînés qui nous ont précédés ont toujours voulu que ça existe, mais du fait des défis de leur temps et peut-être des petits couacs qui ont pu exister, ça n'a jamais prospéré. Mais depuis l'arrivée, d'abord à la tête de l'armée de terre du chef d'état-major général, le général Futur Baguidi, quand il était à l'armée de terre, quand il était là-bas, il a commencé par œuvrer pour que cette décoration puisse être prise en compte. Il a conduit avec tous les autres membres du haut commandement le processus jusqu'à ce que le processus soit à aboutissement. Et c'est tout heureux pour nous en fait. En tout cas, nous allons décortiquer dans les moindres détails cette réforme. Mais avant, quelle est la philosophie de la motivation profonde derrière cette politique de reconnaissance? Quel est le message des forces armées béninoises, comment on dit, derrière cette réforme à l'endroit des troupes? Le message global, c'est de dire aux soldats qui a quitté une famille, et qui a laissé femme et enfants, ou qui a laissé mari et enfants, de leur dire que les chefs militaires qui sont à leur chevet ne seront jamais loin d'eux. Les chefs militaires reconnaissent ce qu'ils font. Et au-delà des chefs militaires, c'est le président de la République qui reconnaît la valeur du travail que le soldat fait. Et ça a une teinte vraiment positive, en fait, sur, je vais encore le répéter, le moral de ce soldat dont nous avons besoin pour la lutte que nous faisons aujourd'hui contre les menaces contemporaines. Alors, dans votre parcours de militaire, il est arrivé qu'on vous reconnaisse vos efforts, vos sacrifices. Et quel état d'âme vous a animé en ce moment précis? Je pense que c'est la palissade que de dire que quand le chef que tu sers reconnaît que ce que tu fais comme travail, c'est du bon travail, il te félicite, tu ne peux qu'être heureux. Et ça insuffle en toi la rigueur, la détermination qu'il faut à davantage le servir, à davantage travailler pour qu'il puisse accomplir les missions que la République lui a confiées. Donc toutes les fois où vous recevez les reconnaissances militaires, une félicitation, une notation qui est assez pondérée par rapport à d'autres personnes puisque évidemment nous sommes tous dans une même institution et tous les doigts qu'on dit, de manière triviale, on dit de manière triviale que tous les doigts ne sont pas égaux, pendant que toi tu bosses, tu travailles de manière acharnée. Il y a d'autres qui font du travail classique, mais il est de bon ton qu'on reconnaisse au moins à celui qui fait du travail acharné qu'il fait du bon travail. Quand on le fait, ça insuffle en lui la détermination qu'il faut pour davantage travailler. Et ça amène maintenant les autres qui observent, classique, oui, qui observent ce qu'on fait de celui-là à aller de l'avant. En fait, c'est un instrument de motivation. C'est un instrument de motivation et d'incitation du personnel à davantage travailler. En faisant le récit tout à l'heure, si cela n'existait pas par le passé, ce n'était pas des actions d'éclat qui manquaient à cette époque, quand j'évoque vos aînés qui ont servi la nation par le passé et qui n'avaient pas droit à une reconnaissance militaire. Vous pensez que c'est une injustice qu'on vient de réparer? De toute façon, quand cela n'existait pas, il y avait d'autres types de motivations. Les décorations dans l'ordre national... Qui n'avaient pas la même valeur. Les décorations dans l'ordre national... Qui touchaient très peu les hommes en uniforme. Oui, on peut dire marginalement, mais bon, ça touchait quand même les élites. Ça touchait quand même les élites, ceux qui travaillent de manière assidue, ça les touchait quand même.
il y avait quand même cette disposition qui permettait de montrer aux soldats on reconnaît en fait ce qu'il fait. Maintenant que ceci vient dans cette constellation de reconnaissance, ce n'est qu'un ajout qui permettra davantage, puisque en fait, il faut se dire que le soldat de deuxième classe qui est au bas niveau de l'échelle, mais qui aujourd'hui fait des actes d'éclat pour que son nom figure dans l'ordre national, il faut un processus assez long. Alors que les dispositions nouvelles des reconnaissances militaires, qui sont les déclarations militaires, ces dispositions permettent d'accélérer le processus de reconnaissance en fait du travail de ce soldat. On brûle des étapes? Non, c'est pas que on brûle des étapes, mais le niveau de décision pour pouvoir reconnaître le travail que celui-là fait, le niveau de décision est un peu plus monnayé et ça permet de vite toucher le subconscient en fait de ce soldat pour lui montrer en fait qu'on lui reconnaît quand même ce qu'il fait. Ces reconnaissances militaires aujourd'hui facilitent en fait le processus de reconnaissance, excusez-moi cette tautologie, le processus de reconnaissance en fait, du travail que le soldat fait. Contrairement à avant où il faut attendre peut-être 3 ans, mettre les noms dans une base de données, faire un dossier assez lourd pendant 3 ans, et on envoie ça à la grande chancellerie qui étudie cela pendant des enquêtes de moralité et tout. Avant que ça ne puisse aboutir. Aujourd'hui, vous faites un acte d'éclat, le chef qui est constaté, votre commandant d'unité, il en rend compte à la hiérarchie et on met votre nom dans le conseil. Il y a le comité de décoration qui est un peu plus à un niveau, à une échelle un peu plus basse, qui statue de ce qu'il faut vous donner la décoration ou pas. Et rapidement, on vous donne cette décoration et vous avez votre morale plus prêt à faire le travail. Est-ce que systématiquement, tous ceux qui sont engagés sur le front de lutte contre le terrorisme sont prédisposés à bénéficier de cette reconnaissance militaire? Et je ne veux pas dire systématiquement, puisqu'il y a des conditions qu'il faut remplir. C'est vrai que dans certains pays, il suffit juste d'être soldat. Par exemple, la médaille de défense nationale, la médaille de défense nationale qui a été instituée dans la loi portant statut spécial du personnel. Cette médaille a reçu le décret de son application aujourd'hui. Et c'est le décret d'application qui nous permet aujourd'hui de pouvoir donner cette reconnaissance aux militaires. Mais pour pouvoir bénéficier de ça, il y a des conditions. Aujourd'hui, le soldat, si vous permettez, c'est quand même ces distinctions en fait sont assez sérieuses. Quand on veut parler autour de ça, il ne faut pas qu'on s'accommode d'approximation. Donc, je vais vous demander en fait d'accepter que je lise un peu les documents qui ont régi en fait ces différentes c'est très important. Dispositions. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le décret en fait est issu de la loi qui porte statut spécial des personnels des forces armées béninoises. Et cette loi a été votée en 2020. Et le décret qui a mis en place la médaille militaire, en fait, c'est un décret c'est le décret numéro 2023-605 du 29 novembre 2023. Et pour bénéficier de la médaille de défense, en fait, il faut, je dirais plutôt que cette médaille est destinée au personnel et aux unités militaires des forces armées béninoises qui, au cours d'opérations nationales, multinationales, spéciales ou en service commandé, humanitaire ou militaire, se sont particulièrement illustrés par le courage et le zèle, leur bravoure ou des résultats méritoires, héroïques ou exceptionnels, ou particulièrement déterminants pour sauver la vie des camarades ou des populations civiles
et remporter la victoire sur l'ennemi. Et aussi aux personnels qui sont blessés au combat et en mission humanitaire sur le territoire national ou à l'étranger, sans être exclus du service ou être réformés. Réformer, c'est quand on voit que vous n'êtes plus à même de faire le travail, il y a un comité qui se met en place pour statuer sur le fait qu'on vous maintienne ou bien qu'on vous qu'on fasse partie de l'armée, mais avec bien sûr des avantages qui y sont liés. Et qui accèdent à des responsabilités particulières en raison de leur service continu, exemplaire, résultats exceptionnels. Et c'est aussi destiné aux étrangers militaires ou toute autre personne qui a rendu des services particulièrement honorables aux forces armées béninoises ou a apporté une contribution majeure à la sécurité nationale dans les domaines du renseignement, des services diplomatiques, de la coopération internationale, de la logistique ou de l'intelligence opérationnelle. Donc vous, par exemple, civil, si vous posez des actes qui rentrent en ligne de compte de la défense nationale, il suffit qu'on vous reconnaisse cela et vous allez pouvoir porter. Donc, ce n'est pas d'abord, c'est d'abord une médaille militaire, mais ça peut être attribué à des personnes, à des civils, à des policiers, à des douaniers, à des sapeurs-pompiers. Bon, les sapeurs-pompiers sont des militaires, okay. Mais à des personnels des corps paramilitaires. Et le militaire qui rentre dans les forces armées béninoises, a priori, est prédestiné à bénéficier de ces décorations-là. Donc, il faut déjà ces conditions initiales. Mais après, puisque la médaille de défense nationale, en fait, c'est une médaille qui a été subdivisée en 3 échelons. Oui, okay. Si vous voulez, je peux rentrer déjà dans ces détails. Allez-y. Elle a été subdivisée en 3 échelons. Mais pour pouvoir bénéficier de ça, et tout militaire qui rentre dans l'armée, normalement après 5 ans de service, le 31 décembre de l'année de sa proposition, doit pouvoir bénéficier de ça. Il faut avoir fait 5 ans de service normalement pour pouvoir être proposable. Et après, être de bonne moralité. Après, il y a notre processus de calcul des points qui permet de déterminer si la personne a plus de 100 points. Ça veut dire que le soldat qui est recruté aujourd'hui, pour être proposable à la décoration, il faut qu'on attende qu'il ait 5 ans. Et quand il aura 5 ans, on voit sa moralité, on voit s'il a les 100 points, et on peut déjà lui attribuer la médaille de défense nationale. Cela dit, il peut ne pas avoir fait les 5 ans. Les 5 ans. Et de manière exceptionnelle. Et poser des actes héroïques et de manière exceptionnelle, on va lui accorder la médaille. La médaille. Le soldat qui est de la classe 2022 ou bien 2023, au fond, aujourd'hui, s'il pose un acte de bravoure, on donne son nom au comité de la médaille, qui statue sur le fait qu'on lui donne la médaille pour peu qu'il ait posé cet acte. Et même s'il n'a pas les 5 ans, ça c'est décoration de manière exceptionnelle. Donc ça c'est pour l'échelon bronze. Mais pour l'échelon argent, il faut avoir fait 15 ans de service, être de bonne moralité, ne pas avoir écopé d'une punition de plus de 15 jours d'arrêt de rigueur. Ceci est aussi important pour la médaille, pour la médaille des 5 ans. Et être titulaire de l'échelon bronze. Et maintenant, pour avoir l'échelon or, il faut avoir réuni 25 ans. 25 ans de service, être de bonne moralité, ne pas avoir écopé de punition de 15 jours d'arrêt de rigueur dans les 3 dernières années et être titulaire de l'échelon argent. Mais ces médailles sont attribuées de manière normale, à titre posthume, ou titre dérogatoire ou exceptionnel. Donc pour la médaille qu'on attribue de manière normale, en fait, c'est pour cela qu'on regarde les conditions de temps, de durée de service, de moralité, de n'avoir pas écopé des punitions. Mais à titre posthume,
c'est celui qui est au front et qui a combattu régulièrement et qui, par la force des choses, a dû rendre l'âme. Celui-là, on peut décider de lui donner la médaille. Et après, il y a la médaille à donner à titre dérogatoire ou à titre exceptionnel. Dont j'ai parlé. Absolument. Et ceci peut s'étendre, comme j'ai dit, aux civils. Il y a par exemple un hôpital qui nous aide assez souvent dans l'Atakora. L'hôpital de Tangueta, Saint-Jean-de-Dieu, qui reçoit des blessés. Qui reçoit les blessés militaires toutes les fois où du jour comme de nuit. On leur amène des blessés. C'est avec plaisir et grand engagement qu'ils s'occupent de nos blessés. Mais ceux-là qui sont à la tête de cet hôpital, on pourrait. Ce n'est pas encore envisagé. C'est une possibilité. Ce n'est pas encore envisagé actuellement. Ça devrait être envisagé. Je le dis ouvertement ici, ça devrait être envisagé. C'est ça. Oui, puisque ceux-là, ils font un travail mais assez positif dans le cadre de la défense du pays. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà un peu les conditions d'obtention de ces décorations. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Pour peu qu'on reconnaisse en vous avoir posé des actes au profit de la défense de la nation. Voilà. Alors, dans le contexte spécifique de la lutte contre le terrorisme, c'est une mission, on le sait, qui est longue, complexe et même périlleuse. Alors, quelle importance particulière revêt cette reconnaissance pour les personnels engagés dans cette opération? Cette décoration revêt une importance capitale. En ce sens que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que les forces armées béninoises sont vraiment engagées et perdent des hommes sur le terrain. Le combat est sérieux. Actuellement, nous sommes en train de faire des opérations offensives avec de très bons résultats. Mais pour qu'on puisse garder le niveau de détermination de ceux-là qui sont au front, puisque la gâchette, elle est facile à appuyer. Hein. Vous êtes en face de l'ennemi. Si vous n'êtes pas le premier à appuyer, il appuie, c'est que c'est vous qui partez. C'est un gros risque que les gens prennent. Et pour prendre ce risque-là, il faut être déterminé. Il faut avoir de l'enthousiasme. Il faut avoir du courage. Pendant que d'autres doutent pour aller faire le combat, il y a certains qui prennent le courage en eux et qui vont à l'affrontement de l'ennemi. Mais si ceux-là, on ne leur reconnaît pas cette détermination, ce qu'ils font comme travail dans l'engagement offensif, si on ne leur reconnaît pas ça, ils vont faire cela 1, 2, 3 fois. Après, quand je fais, on ne me reconnaît pas ce que je fais, donc à quoi bon me sacrifier? Alors, monsieur Orfoga, vous avez dit tout à l'heure que il y en a qui s'engagent vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui se proposent candidats à aller sur les théâtres d'opération, qui viennent délibérément? On sait que dans l'armée, on les exécute avant de réclamer, ou vous les désignez de façon péremptoire, vous allez au front, c'est à prendre ou à laisser? Non. Nous sommes une institution militaire et régie par une certaine discipline. Le respect des ordres, c'est la chose la mieux convenue dans les forces armées béninoises. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que nous sommes encore debout aujourd'hui. On peut pas, on a tous signé notre contrat pour entrer dans l'armée. Quand on a signé ce contrat, on nous avait dit que c'est jusqu'au sacrifice suprême. Donc chacun de nous sait que du jour au lendemain, il peut être engagé au front. Du jour au lendemain, il peut être engagé au front et aller se retrouver nez à nez avec l'ennemi. Et quand c'est comme ça, vous n'avez plus... Enfin, vous avez signé déjà ce contrat initialement. Donc, le refus d'être désigné, c'est un problème. Le refus d'être désigné, c'est un problème. Mais au-delà de ça, donc je vous confirme que on désigne des gens, hein, on doit désigner des gens. En plus, au-delà de tout, il faut qu'il y ait des gens là-bas, il y a des gens au front, pour pouvoir permettre à la nation
de tenir debout. Donc, c'est nous qui avons appris le métier de la défense du pays. C'est encore nous qui devons faire le travail. Donc, on doit désigner des gens. On doit désigner. Et quand on te désigne, tu te rends disponible pour le faire. Quand on te désigne, tu ne t'inaptes pas. Puisqu'il y a des gens qui peuvent se mutiler pour ne pas y aller, pour ne pas aller au front, qui vont voir les médecins pour ne pas aller au front. Ça aussi, ça existe, hein? Ça existe. Mais à côté de cet effectif marginal de paresseux, il y a des gens qui sont déterminés et qui viennent dire que telle position, c'est une position chaude. Envoyez-moi, je veux y aller. Il y a des gens qui le font. Et quand c'est comme ça, on prend cela, on les cuisine bien, on voit leur mentalité. Si leur courage, ce n'est pas de la témérité, on voit, on essaie de calculer ce qui est bon à nous. Et après, on les désigne. Et assez souvent, quand quelqu'un vient s'offrir pour aller sur une position donnée, on lui met tous les garde-fous pour qu'il aille sur cette position-là. Et on le surveille. Donc, il y en a un certain nombre qui... Je dis un certain nombre, assez souvent. Et cela n'empêche pas que de temps en temps, il y ait des gens qui ne sont pas forts moralement et dès qu'ils voient leurs soldats ou bien leurs camarades tomber, ils perdent aussi leur lucidité et peut-être demandent à être pris. Ça aussi, on gère de manière intelligente. Mais le but final, c'est qu'il y ait du personnel déterminé sur la ligne frontale, sur la ligne de front, face à l'ennemi. Et nous veillons à ce que ça puisse exister. Donc, ce n'est pas que... en fait, les désignations sont des ordres militaires et quand on te donne un ordre militaire, tu l'exécutes. Mais en plus de ça, il y a des gens qui se donnent pour le travail et on les désigne aussi pour qu'ils aillent. Dans tous les cas, tout cela est on ne va pas non plus laisser la volonté aux subordonnés. On ne va pas laisser la volonté aux subordonnés. Le jour où vous commencez par laisser la volonté aux subordonnés, mais votre opération s'arrête. Le subordonné, on ne va pas lui laisser la volonté ou bien le choix de partir ou pas. Non. Nous la guérissons. Nous faisons tout pour qu'il ait les rudiments qu'il faut pour pouvoir aller au front. Et là, après ça, on le désigne. Maintenant, si, par la force des choses, les médecins découvrent il a peut-être telle pathologie, il ne peut pas y aller. Les médecins aussi sont des militaires, ils savent les minima qu'il faut pour pouvoir être au front. Si les médecins déclarent qu'ils ne peuvent pas y aller, on les laisse. Récemment, après l'attaque de janvier dernier, au sein de l'opinion, il y a eu d'énormes critiques à l'endroit de l'État, mais aussi à l'endroit de l'État-major, comme quoi l'État n'a pas su honorer la mémoire de ces soldats tombés les armes à la main sur le terrain. Est-ce que cela a sans doute aussi motivé l'arrivée de cette réforme? Je dirais a priori non. Cette réforme, je vais d'ailleurs sortir le décret qu'il a instauré. Le décret date du 29 novembre 2023. Le décret date du 29 novembre 2023. Et la liste des personnes à être décorées a été envoyée depuis plus d'une année. Et il a fallu qu'on toilette la liste, puisque nous faisons un travail rigoureux. C'est ça, pour pas qu'on se passe non plus documenter. de la complaisance. On ne va pas décorer pour décorer. Il faut qu'on décore les gens qui méritent d'être décorés. Donc, et ça a été toiletté. Et le décret final est sorti en janvier 2025. Mais pour compter du 1er janvier 2024. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Donc, la liste, elle est totalement antérieure, près d'un an, même plus d'un an antérieure à l'attaque que nous avons subie le 8 janvier. Donc, ce n'est pas cette attaque-là qui a motivé la signature de cette décoration. Alors, au-delà de la simple récompense individuelle, quelle est, je dirais, la portée collective? Parce qu'on décore un soldat. On aurait bien aimé que cela soit, comment on dit, généralisé à l'ensemble des éléments
de la troupe. Est-ce que au plan collectif, cette reconnaissance au sein des unités engagées sur le terrain, il y a un impact sur la cohésion et l'esprit de ce corps? Évidemment. Et les effectifs ne sont pas immuables. Les effectifs d'une unité ne sont pas statiques. Ça Les évolue. effectifs changeants. Et vous envoyez une compagnie sur une position donnée, après 6 mois, Ça change. ça change, presque tout le personnel. Bon, Donc, en gros, un soldat qui est mobilisé, il a entre 3 mois et 6 mois oui, réglementairement, sur le front. Sur le front. pour Après, défendre bon, une position. oui, après, il y a des ajustements qu'on doit pouvoir faire. On ne fait pas des démobilisations de manière brutale de tout l'effectif d'une position donnée. Ok. Vous rendez vulnérable au profit de l'ennemi. Donc, ces mouvements se font avec grande intelligence pour que la position soit toujours maintenue, fortifiée. Donc, et c'était quoi la question déjà? C'était vraiment de savoir au plan collectif, Oui. parce que on décode des individus. Voilà. Donc, c'est possible, et comme l'a dit le décret, que toute une unité au fond, Elle fait preuve de elle fait preuve de bravoure et qu'on décide. de décorer toute l'unité. Donc ça, c'est pas impossible, c'est possible ça. C'est possible ça. Nous avons, par exemple, à Tamalousi, une unité qui a été très bien commandée face à une attaque qu'on a eue dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Et l'ennemi n'a pas fait de la communication autour de ça parce que il a reçu il a essuyé d'énormes pertes. Mais cette unité qui était à Tamalousi, c'est une unité vaillante qui a fait du vrai combat avec un grand professionnalisme. Mais c'est des gens, en fait, c'est une unité qu'on peut peut-être proposer. On peut peut-être proposer tout le personnel de cette unité à la décoration. Donc ça peut se faire aussi de manière collective. Ça peut aussi se faire de manière collective. Maintenant, les décorations individuelles, tu travailles dans une unité, vous avez combattu ensemble, et après, tu as quitté l'unité, vous avez peut-être posé un acte de bravoure pendant que tu étais dans l'unité, ton nom fait partie de cette unité. Après, pour vous décorer, on ne va pas rassembler nécessairement toute l'unité pour vous décorer. Les noms, pour former une unité, les gens sont issus de presque toutes les armées. Et bon, principalement de la garde nationale et de l'armée de terre. Donc, après 6 mois, chacun va dans son secteur, chacun va dans son armée. Mais quand arrive le moment de la décoration, si c'est toute l'unité qu'on veut décorer, il y a l'option de rassembler de nouveau toute l'unité, ou bien de décorer les gens dans leurs nouvelles unités. Et là, quand on les décore dans leurs nouvelles unités, on va penser que c'est une décoration individuelle. Mais avant d'être collectif, c'est d'abord individuel. C'est ça. Alors, est-ce que cette réforme-là prend en compte également les avantages ou les mesures que l'on accorde aux familles de ces soldats qui périssent au front? Je veux parler de la prise en charge de leurs enfants, de la prise en charge de leur famille, de les suivre jusqu'à un certain nombre, sur le plan scolaire, jusqu'à un certain nombre d'années. Est-ce que c'est la même réforme qui prévoit tout ça? Non, la réforme des médailles est à dissocier de la prise en charge globale des victimes en mission commandée Cela aussi et participe de leurs ayant droit. Oui. Mais c'est deux activités différentes, mais qui se complètent pour permettre aux soldats, au front, de savoir qu'il n'est pas oublié par sa hiérarchie et que même s'il tombe, on va s'occuper de ses enfants, de sa femme ou de son mari. Mais est-ce que cette pratique continue toujours aujourd'hui au sein de l'armée? C'est même maintenant que ça a pris de l'ampleur. Comment ça se matérialise?
Parce que, excusez-moi, on a toujours le sentiment que les soldats qui sont au front, après le sacrifice suprême, les familles sont oubliées et que l'État n'a pas un regard sur ces familles. Voilà. Non, Donc, je vous dirais que il y a un décret qui a été signé en décembre 2023, en décembre 2023, pour statuer sur les dispositions à prendre pour permettre aux ayants droit de bénéficier de l'absence de leurs parents décédés au front. Et ce décret est clair. Aujourd'hui, nous sommes à près de 90% de prise en charge des ayants droit de ceux-là qui sont décédés. Il y a un chiffre qui est resté dans ma tête. Il y a 140 enfants aujourd'hui qui bénéficient de la scolarité gratuite, des aides matérielles pour la scolarité, de la santé gratuite, des aides psychologiques. C'est un processus qui est mis en place, mais qui maintenant est en train de prendre de l'ampleur. Et ça, je vous le dis vraiment. Et pour vous convaincre de cela, je vais vous décliner tout ce qui est pris en compte quand le soldat allez-y. est blessé et il est encore en vie. Mais quand il décède, ses ayants droit, tout ce qui est pris en compte. C'est systématique. C'est systématique. Mais et après, on ne fatigue pas les familles dans des procédures à déposer des dossiers, à faire parce que quand la famille traverse cette épreuve et qu'on la soumet encore à des va-et-vient dans l'administration. Vous voulez dire qu'il y a un minimum de démarches administratives? Il y a un minimum de démarches administratives à faire. Il y a un minimum de démarches administratives à faire. Il y a un dossier qu'il faut déposer. Le dossier, il y a des pièces qu'il faut déposer. Il y a certaines de ces pièces qui sont déjà dans les unités des soldats qui sont décédés. Mais de plus en plus, on se heurte à des frictions au niveau des familles. Le décret ne parle pas nécessairement des ascendants, ça parle des ayants droit. Les ayants droit, c'est les enfants qui sont de bas âge. Tu es là, vous êtes là, on demande des ayants droit, et c'est peut-être un oncle qui sort de nulle part, qui vient pour pouvoir prendre les fonds réservés peut-être aux enfants ou bien à la femme du soldat. Mais comment l'armée gère pareil cas? Quand c'est comme ça, justement, il y a un service social qui s'occupe du contentieux, qui prend cela en compte et on essaie de discriminer. Mais il faut avouer que ce n'est pas les aisé. ayants droit, ça peut prendre plusieurs formes. C'est pas aisé. Nous sommes en Afrique et nous avons nos habitudes. Oui, les ayants droit, ça peut prendre plusieurs formes. Mais on s'occupe beaucoup plus des faibles. Si c'est reconnu que le soldat n'a pas d'enfants ou n'a pas de femmes, on peut penser à ses parents. Mais s'il a des enfants, s'il a une femme qui doit s'occuper des enfants jusqu'à ce que les enfants grandissent. Et quand c'est plusieurs? Oui, il y a des dispositions qui nous permettent de trancher ces cas. De trancher, de savoir qui on peut prendre en compte et qui on ne peut pas prendre en compte. C'est quand même un État. Nous sommes dans un État et c'est les fonds de la République. Et les fonds de la République, il faut qu'on puisse dire où est-ce que ça va et qu'on puisse dire aussi à quoi ça a servi. À quoi ça a servi. On ne va pas prendre les fonds de la République, remettre cela à un kidam qui va dilapider cela. On parle aussi d'une vie parce que le soldat qui s'est sacrifié n'a pas mesuré les fonds publics ou d'autres considérations. Il a pris la responsabilité sur lui de sauver la nation, de servir la nation. L'État ne refuse pas de libérer les fonds. L'État ne refuse pas. La problématique, ce n'est pas la libération des fonds. C'est que les fonds libérés arrivent aux destinataires qui sont prévus par les tests en vigueur. C'est ça la vraie problématique. Et c'est sur ça que nous on veille. Mais ce n'est pas la libération des fonds qui est le problème. Non, la libération des fonds n'est pas le problème. Mais il faut que ça aille vers le destinataire, celui qu'on sent faible et qui est vraiment faible de l'absence du soldat. Qui c'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Colonel Ronforga, nous avons vu à Parakou des officiers qui ont été décorés, bien évidemment. Oui.
Et dans la chute du reportage présenté par notre confrère de Parakou, il disait que on doit dérouler un agenda qui doit permettre de décorer les hommes de rang qui sont également engagés dans ces opérations. Oui. Alors, c'est quoi exactement? Comment est-ce que ça va se passer? Pourquoi on n'a pas renversé la pyramide, commencer par les hommes de rang avant d'en arriver aux officiers? Pourquoi avoir fait cette option-là? Parce que ça a été un tout petit peu critiqué un peu par-ci et par-là. Les gens estimaient que ceux qui sont face à la réalité, ce sont les soldats, les hommes de rang qui sont là-bas. Et on a préféré décorer d'abord les officiers. Déjà, je vous remercie pour ce retour que vous nous faites et qui nous permet de clarifier les choses. Voilà. Et en termes de décoration, les attributs, on les donne à celui qui peut les donner à d'autres personnes. Ce n'est pas à celui qui ne peut pas donner cela à quelqu'un d'autre qu'on donne cela. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un attribut qu'on donne d'abord au chef, puisque c'est le chef. En fait, c'est celui qui décore là. Celui qui décore, si c'est lui-même, il n'a pas été décoré, il ne peut pas avoir la faculté de décorer quelqu'un d'autre. Moi, si je n'ai pas été décoré, on ne peut pas me remettre la médaille pour que j'aille décorer quelqu'un d'autre. C'est celui qui... Mais si vous ne faites pas preuve de bravoure, si justement dans l'exercice de votre fonction, vous n'avez pas mené une action d'éclat, pourquoi pensez-vous qu'on doit vous décorer? Non, les décorations, je vous ai lu oui, on a dispositions compris, tout à l'heure. On a compris. Il y a des actes de bravoure, il y a des postes exceptionnels que vous occupez dans l'institution de défense. Oui. Il y a des postes exceptionnels qui vous permettent aussi de bénéficier de cette décoration. Il y a un nombre d'années. Si je suppose que je suis un homme de rang et j'ai fait preuve de bravoure qui mérite une décoration et que mon supérieur hiérarchique n'en a pas fait ou n'a pas reçu de décoration, est-ce que cela devrait me limiter à recevoir tant que mon chef n'a pas reçu? Laissez-moi finir mon discours. Laissez-moi finir mon discours. Oui, c'est ça. En fait, pour décorer quelqu'un, il faut avoir été décoré. Il faut qu'on parte de ce principe-là. Pour décorer quelqu'un, il faut avoir été décoré. Et vous allez dire, mais est-ce que le ministre de la Défense a été décoré avant de décorer les généraux? Le ministre de la Défense reçoit cet ordre du président de la République qui est le chef suprême des armées et qui a signé le décret de la décoration du personnel. Et pour permettre à ce qu'on puisse décorer ceux qui sont en échelon supérieur, il faut avoir décoré ceux qui sont à l'échelon au-dessus. C'est en fait ça le principe. Donc, ce que vous dites, moi, ce n'est pas que tous les officiers ne méritent pas la décoration nécessairement. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais pour permettre à ce que le soldat qui a fait l'œuvre de bravoure soit décoré, il faut qu'on décore son chef. Alors, si son chef n'a pas reçu les qualifications requises pour être décoré, le chef... Parce que le décret a fixé. Je suppose que son chef ne s'y retrouve pas. Non, le chef est dedans. Presque tous les chefs de corps, je dis même pas presque tous les chefs de corps, on fait 5 ans, 15 ans, tu remplis les conditions. Ils n'ont pas été sanctionnés pour 15 jours, et tout ça. Voilà. Et vous allez voir, le jour de la cérémonie de la décoration de la médaille échelon or, le ministre a décoré les généraux. Et maintenant, les généraux et le ministre sont allés décorer les autres récipiendaires. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, au niveau du théâtre Mirador, le chef d'état-major général a décoré les officiers du théâtre Mirador. Et maintenant, ce sont ces officiers qui sont les commandants fuseaux qui iront maintenant décorer à leur tour les personnels qui sont dans leurs unités et dont les noms figurent dans le décret. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas du tout un mépris de ceux qui sont sur les théâtres d'opération. Non, ce n'est pas du tout un mépris. C'est juste que il faut en fait
un ordre hiérarchique décroissant dans l'attribution de cette médaille-là, en fait. Il faut un ordre hiérarchique décroissant pour que ça puisse se faire. Si on avait décoré, par exemple, les soldats avant, ça veut dire que ceux qui sont au-dessus d'eux et dont les noms sont dans ce décret n'ont jamais pu être décorés. C'est-à-dire qu'un subalterne ne peut pas décorer son supérieur. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Non, c'est au niveau des échelons. C'est au niveau des échelons. Oui. Puisqu'il y a eu l'échelon or, il y a l'échelon argent qui a eu lieu au Théâtre Mirador. Maintenant, il y a l'échelon bronze. Mais l'échelon argent n'est pas terminé. Ça a été fait de manière symbolique au Théâtre Mirador. Mais les états-majors de force, l'armée de l'air a donné la décoration échelon argent déjà à son personnel. La marine vous en avez reçu? Oui, j'en ai reçu. Mais moi, j'ai reçu cela dans le théâtre, puisque je suis dans le théâtre comme officier des opérations aériennes. Donc, j'ai reçu cela dans le théâtre. Donc, la marine nationale a déjà donné au niveau de l'échelon argent. Il reste maintenant l'armée de terre et la garde nationale qui vont le faire le lundi prochain. C'est ça. Le lundi prochain, ils vont décorer, ils vont donner la médaille échelon argent à tous les officiers. Et ceux-là, surtout à tous les officiers qui méritent et qui sont les chefs de corps, quand ils parlent de chefs de corps, c'est les commandants des BIA, les commandants des GIA, au niveau de la garde nationale, BIA, bataillon interarmé, au niveau de l'armée de terre, GIA, ça veut dire groupement interarmé, au niveau de la garde nationale. Les chefs d'état-major vont décorer ceux-là. Et ceux-là vont rentrer dans leurs unités et décorer maintenant les subordonnés qui bénéficient de cette médaille-là et dont les noms sont ici. Donc, il n'y a pas du tout de mépris. Et si vous voulez, vous voyez le volume de ce document, il y a plus de 2000. Il y a plus de 2000 récipiendaires là-dessus. 2000, non. Il y a plus de 2000. Je prends simplement l'armée de terre pour l'échelon argent. Pour l'échelon argent, l'armée de terre est à 122. 122. Pour l'échelon bronze, qui prend en compte sous-officiers, soldats, on en a plus de 1100. 1154, on a 1154. 1154. Mais de ces effectifs-là, à peine les 10% sont des officiers. Donc on a fait en sorte que ce soit vraiment les hommes de rang. À peine les 10% sont des officiers. Bon, la majeure partie de ces effectifs sont constitués des hommes de rang. Des hommes de rang et des sous-officiers. Donc, ce n'est pas du mépris, c'est juste qu'il y a un chronogramme qui est fait en tenant compte de l'ordre hiérarchique de l'attribution de cette distinction. Ordre hiérarchique décroissant. Alors, voilà. Si c'est reconnaissance avec ces échelons, est-ce que cela a une incidence financière sur les soldats qui reçoivent ces distinctions puisque la question a été soulevée. C'est vrai, on parle de médailles, c'est bon pour le moral de soldats, mais on a aussi envie de payer des factures. Oui. Il n'y a pas de rétribution pécuniaire. Il n'y a pas de rétribution pécuniaire. Pourquoi n'y avoir pas pensé? Les médailles de l'ordre national, je ne pense pas qu'il y ait des rétributions pécuniaires. Non, c'est différent. Là-dessus. Vous avez estimé que c'est pour saluer la bravoure, qui est un acte fort. Mais il y a quand même quelque chose de positif qui est fait dans ces attributions et décorations. La décoration de l'échelon bronze, ça te donne 10 points à l'avancement. Pour aller à l'avancement, pour par exemple concourir au grade de caporal-chef, tu es caporal, tu veux concourir au grade de caporal-chef, il y a les notations que nous comptons, il y a les lettres de félicitations qui ont un certain nombre de points, il y a aussi les décorations qui vous donnent un certain nombre de points. Donc toi qui es décoré par rapport à quelqu'un qui n'est pas décoré, tu as 10 minutes
J'ai dit 10 minutes. J'ai dit 10 10 minutes. points. Tu as 10 points. Mais vous avez raison, il nous reste 10 minutes pour clôturer cette émission, justement. On dirait que vous avez l'heure. Tu as 10 points. Tu as 10 points Oui. sur celui qui n'a pas été décoré. C'est ça. Donc ça te Donc donne une ça n'est pas, pondération. ça n'est pas rien. Même si Non, c'est pas rien. Ça te pas donne une de- pondération de par rapport à l'avant. celui-là pour concourir à l'avancement. Et à l'avancement, évidemment, puisque tu seras mieux classé que celui qui n'a pas été décoré, tu vas porter le galon avant lui. Et quand on porte le galon, il y a de la rétribution pécuniaire sur Le salaire le salaire. du soldat. Il y a quand même une augmentation du salaire quand tu portes le galon. Donc, voilà. Pour l'échelon bronze, c'est 10 points. Pour l'échelon argent, c'est 15 points. Pour l'échelon or, c'est 20 points. 20 points qu'on ajoute au cumul de vos points pour pouvoir concourir à l'avancement. Et celui qui est décoré, par rapport à celui qui n'est pas décoré, a une pondération. C'est clair qu'il y a un avantage subséquent par rapport à ces genres de décoration. Alors, est-ce qu'il y a, un mécanisme d'évaluation pour mesurer l'efficacité de cette politique de reconnaissance militaire sur le moral et l'efficacité des troupes engagées contre le terrorisme aujourd'hui? Et je veux vous dire, Comment on s'assure que ça motive vraiment? Voilà. Comment on s'assure que ça remonte vraiment le moral? Comment Vous êtes sûr quantifiez cela? Vous observez? déjà, c'est une disposition nouvelle. C'est une disposition nouvelle. Nous sommes en train de l'expérimenter. Mais il faut qu'on fasse de la vulgarisation des tests y afférents, montrer les avantages que ça donne à la troupe. Et nous sommes à pied d'œuvre. Et ce n'est qu'après une certaine durée qu'on pourra vraiment quantifier la plus-value par rapport à la détermination de la troupe sur le terrain. Mais a priori, un homme décoré, un homme qui reçoit la médaille, il sait qu'il est un valeureux. Il sait qu'on considère qu'il est un homme bon. Qu'il a Du le mérite. devoir de garder ce mérite-là qu'on lui accorde. Et surtout le respect des supérieurs. Le respect des supérieurs, c'est trivial. C'est trivial. Le respect des supérieurs, c'est une donnée obligatoire dans les forces armées béninoises. Ok. Mais quand on vous accroche une décoration, on vous reconnaît votre valeur, on reconnaît le travail que vous faites et on espère de vous que vous le fassiez davantage, que vous fassiez mieux. Et la joie car le soldat qui est décoré, car le militaire qui est décoré, va décupler son ardeur sur le terrain. Nous, a priori, nous comptons sur ça. Nous comptons sur ça. Alors, Mais est-ce qu'il il est vrai qu'on va attendre un certain nombre de temps pour pouvoir évaluer cela sur le terrain. Mais a priori, on espère du positif. est-il possible de décorer des soldats sur un théâtre dans une opération comme l'opération Mirador plusieurs fois avant la fin de l'opération ou avant que l'effectif dans lequel ils sont se retire? Oui. C'est-à-dire que vous posez un acte de bravoure, je suppose aujourd'hui le 5 avril, dans un mois ou dans 3 mois, vous posez encore un autre acte de bravoure. Est-ce qu'il est possible qu'ils reçoivent cette reconnaissance-là plusieurs fois? Oui, il y a des conditions, il faut remplir les conditions. Et on a dit tout à l'heure que pour passer à l'échelon argent, il faut avoir été échelon bronze. Pour parler à l'échelon or, il faut avoir été échelon argent. Et si vous faites un acte de bravoure aujourd'hui et qu'on vous propose à l'avance, à la décoration, et qu'on vous donne la décoration, bon, on vous propose en une année pour que vous portiez l'année qui suit, hein, bien sûr. Et en temps, si vous avez été démobilisé, bon, basta. Maintenant, si vous n'avez pas été démobilisé qu'au cours de votre séjour, de votre campagne, vous posez un autre acte de bravoure, on peut voir de manière exceptionnelle s'il y a Vous possibilité méritez encore. de vous faire de vous passer à un autre échelon. À un autre échelon. Mais cela dit, la réforme des décorations, la réforme des reconnaissances militaires ne se limite pas seulement à la décoration, à la médaille de défense nationale. Il y a la médaille, il y a la croix du combattant. La croix du combattant, c'est une médaille spécifique qui permet
à des gens qui sont blessés avec un taux d'invalidité d'au moins 20%, ou à quelqu'un qui est décédé de pouvoir... En fait, c'est ce que nous appelons la médaille du sang. Celui qui a reçu des incapacitations, celui qui a reçu des handicaps, celui-là, on statue sur lui, on peut lui donner la croix du combattant. C'est aussi une médaille, mais qui est différente des autres. De la médaille de défense nationale. Mais ça, c'est à échelon unique. Et il y a une troisième médaille, qui est la médaille Mirador. La médaille Mirador, c'est notre opération de lutte contre le terrorisme. Et cette médaille, en fait, elle est en cours de mise en œuvre, ou bien de finalisation. C'est à attribuer à tout militaire qui rentre dans l'opération Mirador et qui a fait 6 mois, qui a fait 180 jours. Quand tu fais 180 jours dans l'opération Mirador, on doit pouvoir t'accrocher cela comme une reconnaissance, en fait, de ton engagement dans la lutte contre le terrorisme. À l'instar de ce qui se fait au niveau des Nations Unies. Nations Unies, vous allez dans une opération des Nations Unies, vous faites 180 jours, on vous accroche une médaille. Là, c'est systématique au moins. Ça, là, c'est systématique. Ça, là, c'est pour tout militaire qui a fait au moins 6 mois dans l'opération. Cette médaille est en cours de finalisation. Et dès que ça va finir, on pourra démocratiser aussi cela. On pourra rendre ça accessible à tout militaire. Voilà un peu en quoi consiste cette réforme. Alors, est-ce que ces reconnaissances militaires de façon globale annulent la démarche de décoration au niveau de la chancellerie? Parce que j'ai connaissance que certains généraux ont déjà reçu du côté de la chancellerie un certain nombre de décorations. Est-ce que cela annule cette possibilité de l'autre côté? Nullement, ça n'annule pas. Donc on peut avoir une reconnaissance militaire et peut-être du jour au lendemain, la chancellerie vous identifie aussi. Voilà. Et justement, c'est pratiquement les mêmes types de dossiers qu'on fournit à la chancellerie. La chancellerie a ces conditions qu'on nous impose et nous, on voit ceux qui remplissent ces conditions et on envoie leur liste à la chancellerie qui après détermine comment elle peut décorer ces personnels-là. Mais c'est deux types de décorations totalement différentes. C'est deux types de décorations totalement différents. La décoration militaire n'empiète pas sur la décoration dans l'ordre national. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières dans la mise en œuvre de cette réforme-là, depuis qu'elle a été instituée? Difficultés particulières, je dirais plutôt que c'est un processus qui a été très exigeant. Très exigeant et conduit de main de maître par le haut commandement militaire avec le chef du Centre interarmé de doctrine et d'études comme celui qui a émis les réflexions. Donc, on peut dire que c'est le processus de l'idée initiale jusqu'à la sortie du premier décret de nomination de la médaille de défense nationale. C'est ce processus qui a été long et ça a été long. Il fallait qu'on se conforme à un certain nombre de dispositions républicaines, qu'on cadre un peu les choses. C'est ça qui fait traîner un peu les choses. La majeure partie des difficultés que nous avons eues, mais c'est une œuvre nouvelle qui mérite quand même d'être saluée. Et nous sommes heureux que ça existe aujourd'hui pour pouvoir permettre à notre troupe de mieux nous défendre, de mieux défendre la nation. Est-il possible pour un personnel de l'armée de vous écrire pour dire, écoutez, dans cette affaire de lutte contre le terrorisme, c'est vrai, je ne suis pas au front, mais de ma position, par exemple, de Cotonou, j'agis, je fournis des efforts, je contribue beaucoup à la réussite de l'opération. Et on écrit, on vous transmet le courrier pour être reconnu, pour bénéficier de cette reconnaissance. Oui, écrire, toute demande peut être faite, pas tout soldat. On ne bride pas les initiatives. Il reste que quand vous faites votre demande, ça reste une demande qu'il faut étudier par le comité
de la médaille, qui est constitué des cadres de l'armée par ce comité. Et quand ce comité reconnaît ce que vous dites comme on fait, qu'on peut valoriser, oui, on peut vous donner cela. On peut vous donner cela. Votre chef hiérarchique aussi est censé, votre chef hiérarchique direct est censé avoir vu le travail que vous faites pour vous proposer à la décoration. Donc, c'est autant de choses en fait qui permettent d'avoir de manière objective une liste prête pour pouvoir être soumise à la signature du président. Allez, Eric, nous allons terminer cette émission par un message. Tous les téléspectateurs qui vous suivent actuellement veulent savoir est-ce que ça tient bon au niveau de nos frontières, est-ce qu'on repousse davantage les ennemis, on repousse davantage les terroristes, est-ce qu'on ne va plus enregistrer d'attaques terroristes comme on en avait enregistré en janvier. Quel message fort vous avez à adresser justement aux populations pour conclure cette émission? Merci Franck. Et je voudrais rassurer la population de ce que les forces armées béninoises et par extension les forces de défense et de sécurité sont résolument engagées pour leur assurer la quiétude qu'il faut et défendre leur territoire. Nous avons reçu des coups de boutoir en janvier et aujourd'hui nous sommes bien installés. Nous avons réadapté notre dispositif pour pouvoir accueillir l'ennemi quand il rentre sur notre territoire. Et évidemment, en prenant en compte nos exploits du début de ce mois-ci, c'est quand même réluisant. Nous avons éliminé une dizaine de terroristes dans les tout premiers jours du mois d'avril dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ça s'est passé dans le département de la Liborie. Et régulièrement et quotidiennement, nous en éliminons. C'est vrai, l'ennemi est très actif au-delà de nos frontières. Après les attaques de janvier, nous avons réadapté nos dispositifs. Aujourd'hui, on est prêt. On est véritablement prêt. Cela dit, on ne peut pas, c'est pas nous qui contrôlons l'initiative de l'ennemi. Nous sommes prêts à le détruire quand il arrive. Nous n'avons pas la possibilité de passer de l'autre côté de la frontière. Donc, il prend l'initiative de quitter l'autre pays. Il vient chez nous, nous met en branle tout notre dispositif pour pouvoir l'arrêter. Et ça se fait aujourd'hui aisément. Nous sommes prêts, nous sommes davantage prêts pour pouvoir en découdre avec lui. Donc soyez rassurés, vos troupes sont résolument prêtes pour pouvoir assurer la sécurité, votre sécurité et défendre votre pays. Lieutenant-colonel Finayon Vincent Ebenezer Ronfoga, il est le chef bureau information et relations publiques de l'état-major général des forces armées béninoises et porte-parole des forces armées béninoises. Il est l'invité de Zone Franche de ce dimanche. Avec lui, nous avons évoqué la question de la reconnaissance militaire. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. On se reprend dimanche prochain. Nous saluons la collaboration de toute l'équipe de réalisation et surtout tous ceux qui ont œuvré, le chef d'état-major général des forces armées béninoises qui nous a permis de recevoir le colonel Ronfoga pour toutes ces précisions. Merci et à très bientôt.